Boker Tov, cette semaine, paracha de la semaine, c'est parachat Vaishlach. Alors, on a parlé de Yitzhak la semaine précédente, et ce matin, j'aimerais focaliser sur, non pas sur un des pères, mais sur une des Imaot. On sait qu'il y a 4 Imaot, il y a 4 mères, et je vais vous poser la même question. Parmi les 4 mères, avec laquelle vous avez le moins d'affinité. Alors, ça va peut-être vexer quelqu'un ici à la table, là, mais quelle est la mère la plus invisible dans la Torah? Alors, Elle est invisible, alors, Sarah, on la connaît. Sarah, on parle d'elle énormément. Elle nous a montré ce qu'elle a fait. C'est une grande sadéquette. Rachel et Léa, elles apparaissent dans le texte. Même. Il y a des... Mais Rivka, elle est dans l'ombre, totalement. On ne la connaît pas. Et j'aimerais m'interroger, en fait, sur Rivka en tant que personne. Parce qu'on nous a imposé que c'était un modèle auquel il fallait ressembler. C'était une mère juive. Donc Rivka, c'est censé être le modèle de la femme juive. Il a dit c'est censé, il y a toujours un truc. Et pourtant, Tu vas prendre cher, c'est quoi? et pourtant, Rivka, elle nous surprend dans la paracha. Hein. Je parle de Rivka. Je sens que ça va être compliqué là, c'est quoi. Attention. Elle nous surprend dans ses réactions, dans sa manière de faire. On dirait qu'elle n'est pas censée, d'accord? Alors, je vais expliquer, mais avant ça, pour nous, c'est quoi l'image de la femme juive? En tout cas, pour moi, c'est une mère qui se donne pour ses enfants jusqu'au bout du bout. Vous connaissez l'histoire, oui, de l'enfant qui arrive avec une petite liste comme ça. Il dit à sa mère, maman, j'ai fait du babysitting hier soir. Est-ce que vos enfants ils prennent de l'argent quand ils font du babysitting? Ouais. Alors, je fais du babysitting, 50 shekels. J'ai rangé ma chambre, 50 shekels. J'ai rangé un petit peu. J'ai fait mes devoirs. Même ça, c'est payant des fois. Alors la mère, elle lui répond, écoute mon fils, je t'ai porté 9 mois dans le ventre, c'était gratuit. Après, je t'ai supporté quand tu étais petit, je faisais les nuits, c'était gratuit. Après, je t'ai changé les couches, c'était gratuit. Après, je t'ai supporté jusqu'à maintenant. Tout ça, c'est gratuit. Alors, je pense que on est en compte. Alors, c'est un peu ce qui se passe et c'est un peu le principe de la mère juive, c'est qu'elle se donne jusqu'au sacrifice pour ses enfants. Vous savez que dans la Torah, on a une des mitzvot qui s'appelle le Shiluach Haken. Shiluach Haken, c'est quoi? Le concept, c'est que on renvoie la mère qui... la mère des petits oisillons, d'accord, qui couvent les petits enfants, on la renvoie. Et le principe de la mitzvah, c'est quoi? Il y a écrit dans le Zohar que lorsqu'on la renvoie, c'est un acte cruel. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voguer, comme ça, elle va voyager au-dessus des mers, et de désespoir du fait qu'elle ait vu ses enfants se faire prendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se suicider. Elle va tomber dans la mer comme ça, elle va fondre en désespoir, elle va mourir. Mais c'est vrai. Comme ça, il y a écrit dans le Zohar. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va voir cela, et donc ça va éveiller dans les hautes sphères, ça va éveiller Rachmei Shamaim, qui vient la miséricorde de Dieu, où il va voir le sacrifice d'une mère qui vient un petit oiseau, il va donner une leçon à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, regarde comment un oiseau, il est capable d'aller jusqu'au bout lorsqu'il perd ses enfants. Et toi, Hachem, comme ça, tu nous abandonnes, tu nous laisses, nous, tes enfants, tu nous abandonnes, tu nous laisses. Et donc, Akadosh Baruch Hu, par le srout, par le mérite de cette mitzvah, indirectement, il va vouloir qu'il vienne lui aussi protéger, préserver le peuple juif. Et donc, c'est ça le sens de Shiluach Haken. Donc, derrière tout ça, on a un modèle très fort de la mère juive. Est-ce que Rivka, elle a été à la hauteur, à l'image de ce modèle? Est-ce qu'elle s'est sacrifiée pour ses enfants? Est-ce qu'elle a aimé ses enfants, Yaakov et Esav? Vous connaissez l'histoire dans les grandes lignes. Mais Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors c'était une tzadékette, mais lorsque on regarde son comportement, alors c'est plus que douteux à 3 égards. Et vis-à-vis de Yaakov, et vis-à-vis de Esav, et vis-à-vis de Yitzhak. Je vous rappelle que Rivka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son fils Yaakov, on va manigancer, on va faire un petit plan, t'inquiète pas, on va voler les vêtements de Esav, tu vas te faire passer pour Esav, tu vas tromper Yitzhak,
donc papa, mon mari, et tu vas recevoir la bracha. Honnêtement, si ma femme elle me fait ça, je sais pas comment je réagis, d'accord? Surtout que Yitzhak, je vous rappelle qu'il est aveugle. Donc on a l'impression comme ça qu'on nous décrit le personnage. Yitzhak, excusez-moi du terme, mais c'est un vieux sénile comme ça qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Puisque je vous rappelle qu'il y a écrit que Rivka, Ohevet Yaakov, alors elle avait un faible pour Yaakov, alors que lui, Yitzhak, lui, il aimait Esav. Donc déjà, la Torah, elle pose qu'il y avait des préférences. On nous a toujours appris, il ne faut pas faire de préférence entre les enfants, il faut les aimer tous de la même manière, et ce qui est une réalité. Mais là, la Torah, elle vient te donner une autre réalité. Elle te dit non, Yitzhak, il était proche de Esav, et est-ce que c'était un tort? Je ne sais pas. En tout cas, dans l'esprit moderne, la manière d'éduquer aujourd'hui, on ne doit pas faire de différence. On ne doit pas faire de différence. Alors, j'aimerais poser 3 questions. En réalité, c'est les questions qui sont posées par le Abrabanel sur la conduite de Rivka. Premièrement, vis-à-vis de Esav. Très clairement, Rivka, elle fait une différence. Et donc, elle fait en sorte qu'il y a un enfant qui est aimé, qui est adulé. C'est Yaakov, son petit Yaakov chéri. Alors que Esav, lui, c'est le mauvais garçon, qui se conduit mal. C'est un rachat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, qu'est-ce qu'on nous a appris? Non, tu as un enfant en difficulté. Tu as un enfant qui n'est pas facile. Bah, tu dois l'aimer. Tu dois l'entourer. Parce que si toi, tu ne crois pas en lui, alors qui va croire en lui? Est-ce que Rivka, elle a été à la hauteur de ce modèle? Non, pas du tout. Elle a pris Esav, elle a fait une croix. C'est ce qu'elle a de dire, d'ailleurs. Il est devenu après... Elle a fait une croix sur lui. Elle l'a mis de côté, et ce qui explique peut-être aussi la dégénérescence de Esav, qui est devenu un grand bandit. Alors certes, Esav, c'était pas un enfant facile, mais on attend de la mère juive, on attend d'être à la hauteur, ou en tout cas de nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. On n'attend pas d'elle de choisir la voie de facilité. Elle prend Yaakov, très bien, c'est facile, elle lui donne les brachot, et Esav, elle le met de côté. On a toujours appris, il y a écrit dans la Mishnah, Kol ahava, shekluya badava. Si ton amour, il est dépendant de la conduite, talouille quelque chose, il dépend de quelque chose, batel adavar, betela ahava, cette chose a disparu, l'amour est devenu inexistant, inconsistant. Donc l'amour qu'on porte à ses enfants, il doit être inconditionnel. Alors là, très clairement, Rivka, elle conditionne son amour. Esav, je t'aime pas parce que tu te conduis mal, Yaakov, je t'aime parce que tu te conduis bien. Donc Rivka, excusez-moi, mais a priori, c'est pas une bonne mère, et c'est pas la mère juive qu'on doit prendre en référence. Deuxième question. Yaakov. Par rapport à Yaakov aussi, c'est pas très pédagogue comme manière de faire. Et les valeurs éducatives qui lui sont transmises, c'est qu'on peut mentir, on peut tricher pour obtenir les brachot. Donc la fin justifie les moyens, même si Rivka considère, à tort ou à raison, que les brachot reviennent à Yaakov, parce qu'il l'avait racheté, peut-être que Yitzhak n'était pas au courant de tout ça. C'est pas une manière de faire. Je parle pas vis-à-vis d'Yitzhak, je parle vis-à-vis de Yaakov maintenant. Qu'est-ce que tu lui apprends au petit Yaakov? Je sais pas, il était pas si petit que ça, mais qu'est-ce que tu lui apprends? Qu'est-ce que tu lui apprends? À mentir. Bon. Et troisième question, vis-à-vis de Yitzhak. Alors là aussi, la communication dans le couple Yitzhak et Rivka, elle est vraiment à questionner quand même. Ouais. Ils se parlent pas, je comprends pas. Ils peuvent quand même échanger leur avis. Non. Elle peut lui dire, écoute, Esav, c'est pas celui que tu penses, parce que Esav, il était malin, comme vous le savez. Esav, il savait se faire passer pour celui qu'il n'était pas. Il était, la Torah, elle dit, Saïd Befiv. Il savait capter les gens par sa parole. Donc il était charismatique, c'était un orateur, et il savait, voilà. Donc il savait apprivoiser comme ça sa proie. Donc là, sa proie, c'était Yitzhak, qui était aveugle, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et il venait lui poser des questions très profondes dans la halakha. Une des questions qu'il lui posait, c'était est-ce qu'on doit faire le maaser sur le sel? Ouais, donc c'est des questions. Même nous, on n'est pas arrivé encore à ça dans la halakha. Donc vraiment, il avait un niveau de sagesse et d'érudition qui dépassait, en tout cas, même Yitzhak, il était ébloui
par la pertinence des questions de Esav, et c'est ce qui a fait qu'il est tombé dans le panneau, il s'est planté. Mais Rivka, elle aurait dû lui dire, écoute, tu te trompes sur la personne, il y a erreur sur la personne, moi je vois très bien, je lis dans son jeu, c'est pas celui que tu penses, et pourtant, pas du tout, ils ne se sont pas communiqués, et Rivka, elle a tout fait dans le dos de Yitzhak. Donc voilà 3 questions qu'on a sur le personnage de Rivka. Alors en vrai, ce qu'on doit comprendre, c'est que Rivka, elle avait un plan. Elle avait un plan d'action secret, qu'elle a gardé secret. Et même ses enfants, même Esav, qui avait de quoi en vouloir à sa mère Rivka, il va peut-être plus tard comprendre le projet et ce qui se cachait dans la tête de Rivka, de sa mère Rivka. Est-ce que Esav, il lui en a voulu à sa mère, ou est-ce qu'ils ont fait la paix au bout du compte? A priori, on nous parle de la rancœur que Esav il avait vis-à-vis de Yaakov. Il voulait le tuer. Okay, ils sont venus vraiment 2 antagonistes. Mais vis-à-vis de sa mère, c'était quoi son rapport avec sa mère? Il y avait un rapport conflictuel ou non? Il a continué à l'aimer, peut-être il ne s'est pas rendu compte, peut-être il n'était pas au courant, mais a priori, moi j'en aurais voulu plus à ma mère qu'à mon frère, parce que le jeu de compétition entre 2 frères, il est naturel. Mais qu'une mère, elle te fasse comme ça un coup dans le dos, c'est dur quand même à encaisser. Comme un enfant, il a du mal à encaisser ça. A priori, ta mère elle est censée t'aimer comme ton frère. Et là, non, elle m'a volé les brachot. C'est elle qui a mis tout ça en place. Mais ce qu'on va comprendre dans notre paracha, c'est que Rivka, elle avait une idée derrière la tête. Elle avait un projet. Et même Esav, des années plus tard, il va comprendre comment sa mère, en réalité, elle a fait tout ça pour son bien à lui. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Combien d'années après? On va avoir 34 ans. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. On n'a pas la maturité d'esprit pour les comprendre. Mais lorsqu'on a une mère comme Rivka, qui fait les choses avec beaucoup de sagesse, alors parfois ça survient des années plus tard. Et lorsqu'on est intelligent comme Esav, on va voir que c'était un génie. Il avait une intelligence fulgurante. Alors Esav lui-même, il va peut-être comprendre à la fin de sa vie qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quelles sont mes preuves à l'appui? La première preuve, c'est que, en réalité, lorsque on regarde dans notre paracha, on voit que Yaakov, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? Donc je vous rappelle que Yaakov, il est parti 14 ans, il a été étudié dans la yeshiva de Shem et Ever. 14 ans, il a été étudié là-bas. Donc il a pris la fuite, il a été à la yeshiva, et après, pendant plus de 20 ans, il va rester dans la maison de Lavan. Pourquoi 20 ans? D'abord 7 ans pour obtenir Rachel, il va le tromper, il va lui donner Léa. Après les Sheva Brachot, après les 7 jours, il va lui dire, dis-moi, le projet de base c'était Rachel, tu me donnes Rachel. Donc après 7 jours, il se marie avec Rachel, mais il doit payer encore 7 ans de travail. Donc on est à 14 ans, et après, 6 ans après, il va rester encore là-bas. Et c'est là-bas que il va faire tourner la machine, ça va bien marcher Baruch Hashem pour lui, pour Yaakov. Il va devenir immensément riche. Et voilà que Yaakov, après 20 ans dans la maison de Lavan, donc chez son beau-père, Yaakov revient avec des enfants, une famille bien bâtie, bien construite, Baruch Hashem, et beaucoup d'argent. Yaakov, il a tout réussi. Tout lui a réussi. Je vous rappelle que dans quelle ville il se trouvait, où était le foyer familial, à Be'er-Sheva. Il a dû quitter, il a pris la fuite. Il a été où? Il a été à Haran, Padan Aram, tout au nord, là-bas, en Irak. Il a quitté. Maintenant, il doit revenir. Il prend la fuite de la maison de Lavan. Pourquoi il fuit? Parce qu'il a compris que Lavan, lui aussi, il avait des projets plus que douteux. Et en vrai, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah, il faut plus se méfier de Lavan que de Paro. Pourquoi? Parce que Lavan, il est blanc, Lavan, mais en réalité, il a des intentions qui sont perverses, sournoises. Donc il faut se méfier de lui. Et Lavan, il avait comme projet de prendre toute cette famille et de la mettre à son actif. D'accord? Donc de mettre Yaakov de côté et de dire, parfois il y a des beaux-parents comme ça qui font ça, pas les miens, Baruch Hashem, ouais, mais ils veulent comme ça capter. En réalité, vous voyez, c'est les petits-enfants, ça devient, c'est mes enfants. Ouais. Alors ça, c'est Lavan, il voulait faire ça, et mettre Yaakov de côté. En général, c'est dans l'autre sens que ça se passe, mais
Et Yaakov, il a compris ça, il a dit écoute, on prend la fuite, il revient. Il revient en Israël, où est-ce qu'il revient? Alors, Esav, où est-ce qu'il se trouve à ce moment? Est-ce que lui, il est resté à la maison? Non, pas du tout. Esav, lui aussi, il est parti. Il a été, lui aussi, il a bâti un empire. Il est en Eretz Seir, donc au sud, d'accord? Au sud d'Israël. Et donc, chacun s'est séparé. Il n'y a plus grand monde à la maison, d'accord? Il ne reste plus grand monde, les enfants ont grandi, il n'y a plus personne à la maison. Bon. Et là, Yaakov, il revient en Israël. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov lorsqu'il revient en Israël? Il a peur. Il a peur de qui? Il a peur de Esav. Mais le problème, c'est que Yaakov, il ne va pas retourner là où se trouve Esav. Esav, il se trouve au sud. Toi, tu es tout au nord. Donc, pourquoi tu as plus peur de Esav quand tu es ici que quand tu étais ailleurs, quoi. Esav, s'il voulait venir, il ne pouvait pas se déplacer. Et plus que ça, qui c'est qui interpelle l'autre? C'est Yaakov qui cherche les embrouilles, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Yaakov, qu'est-ce qu'il fait dans le début de notre paracha? Vaishlach Yaakov malachim. Voici que Yaakov, il va envoyer des messagers pour prévenir Esav de son retour. Il n'a aucune raison de faire ça, a priori. Pourquoi est-ce que Yaakov, il envoie des messagers à Esav pour le prévenir de son retour? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le de son côté. Esav, il est parti. Il est bien tranquille de son côté. Et toi, tu vas revenir, mais tu vas revenir dans le fou. Même si tu reviens à Be'er-Sheva, là où vous habitiez, Esav, il n'est plus là-bas. Donc de quoi tu as peur? Pourquoi tu rentres en contact Birklal avec Esav? Le Midrash, il pose la question. Il dit, c'est toi, hein. Je ne sais pas s'il y a une expression en français, mais il dit, c'est toi qui fais aboyer le chien, d'accord? C'est toi qui excite l'autre. Pourquoi tu l'excites? Pourquoi tu le provoques? Ne lui envoie pas de messager. Fais-toi discret. Fais-toi discret. Ne fais rien. Pourquoi tu lui envoies des messagers, Birklal? Et la Torah, lorsqu'elle parle de cet épisode, elle nous dit, écoutez le verset, excusez-moi, c'est avant tout cela, la Torah elle nous dit que lorsque Yitzhak il a envoyé Yaakov dans la maison de Lavan, alors on nous dit, on nous présente, je fais un petit retour en arrière, lorsque Yaakov est allé dans la maison de Lavan, qui était Lavan? Qui était Lavan? C'était le frère de qui? De Rivka. Le frère de Rivka. Très bien. Donc, est-ce que comme présentation de Lavan, c'est suffisant? Lavan est le frère de Rivka. Non. La Torah, elle nous dit, Lavan est le frère de Rivka. Mais qui était Rivka? Demande la Torah. Et la Torah, elle nous dit, Rivka, c'était la mère de Yaakov et de Esav. Et la femme. La mère de Yaakov et de Esav. La Torah dit comme ça. Il a été chez Lavan, qui était le frère de Rivka. Et qui était Rivka, Em Yaakov et Esav. Alors Rashi pose une question, il dit je comprends pas. Il dit je comprends pas pourquoi on a besoin de te présenter Rivka. On ne sait pas qui c'est Rivka jusqu'à maintenant. On vient de lire des parachiotes tout entières où on te dit que Rivka est la mère de Yaakov et de Esav. Donc pourquoi tu me répètes que Rivka est la mère de Yaakov et de Esav? C'est surprenant. Alors Rashi, c'est une des rares fois où il dit, je donne ma langue au chat, d'accord? Il dit, je sais pas. Voilà. Il dit, Omer, chez Enenu Yodim ma pasuk melamed. Il dit, je sais pas. Qu'est-ce que le pasuk qui vient t'enseigner? Je ne sais pas, je comprends pas. Rashi, il dit, a priori, c'est une évidence, on sait très bien que Rivka, c'est la mère de Yaakov et Esav. Un autre commentateur, le Reskouni, il dit non. Il dit pas du tout. Il dit, en fait, on veut t'apprendre ici. Tu as lu une paracha tout entière, où tu as vu la conduite de Rivka, et tu aurais pu te dire que Rivka, c'est la mère de Yaakov, mais c'est pas la mère de Esav. Elle ne s'est pas conduite comme une mère vis-à-vis de Esav. Alors la Torah ici, elle vient te dire, sache que tu te trompes dans ta lecture, je te donne un indice, sache que lorsque Rivka et Yitzhak, ils demandent à Yaakov de partir chez Lavan, pour qui ils ont fait ça? Pour préserver qui, a priori? Yaakov. Pour le bien de qui ils ont fait ça? De dire à Yaakov, pars au plus loin, va te construire là-bas. Pourquoi Esav? A priori, pour Yaakov. Yaakov, il a peur de la vengeance de Esav. Donc, a priori, on serait tenté de dire, encore une fois,
son petit protégé Yaakov, elle lui a fait prendre les brachot, et après, elle a réussi à l'exfiltrer. Ouais, pas dans une valise, mais en tout cas, elle l'envoie, il est en... Enfin bref, non. Non, il est dans le coin là-bas, non. Lui, il est au... L'autre, Gaune, là. Non, dans la valise, non. Non, c'est aucun rapport. C'est de l'actualité. Alors, donc elle l'envoie là-bas. Donc a priori, elle a fait ça pour le bien de Yaakov. La Torah te dit non, c'était pour le bien de Esav. Alors lui, comment il explique ça, le Chretzkouni, ça commence à faire. Il dit non, parce que Rivka, il faut savoir, elle avait une névoie, elle avait une prophétie. Quelle est sa prophétie? Rivka a eu une prophétie que ses 2 enfants allaient mourir le même jour. Elle le savait. Elle a vu que les 2 enfants allaient mourir le même jour. Et effectivement, quand est-ce que Esav est mort? Esav, il est mort le jour de l'enterrement de Yaakov. Vous connaissez l'histoire? Yaakov, il devait être enterré dans la Meharat Marpella. Tous ses enfants ils sont venus pour la Meharat Marpella. Qui est venu se mettre aux portes de la Mehara? Esav, il arrive et dit tu rentres pas. C'est moi qui ai le droit d'aînesse, c'est moi qui serai enterré avec papa, avec Yitzhak et avec Rivka. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enfant qui ne comprenait pas trop ce qui se passait, Rouchim, il était sourd, et qu'est-ce qui se passe? Tac, il lui a coupé la tête, et la tête de Esav a roulé au pied de Yaakov, et voilà comment les deux, ils ont été enterrés le même jour. Yaakov et Esav au pied de Yaakov. C'est intéressant de voir comment l'histoire se renverse. Yaakov, lorsqu'il est né, il était au pied de Esav. Et lorsque Esav est mort, lorsqu'ils sont morts, c'est Esav, la tête de Esav qui est au pied de Yaakov. Bon. Et qui a coupé la tête? Un des enfants, un des petits-enfants, Rouchi. Il était sourd, il a vu qu'il y avait un débat. Et alors lui, il a agi à l'instinct, d'accord? L'homme est chané. En tout cas, donc cette prophétie s'est vraiment réalisée. Mais il dit en réalité, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Rivka? Parce qu'elle a voulu protéger Esav. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, regarde, si Esav, il tue Yaakov, il va avoir vengeance des enfants de Yaakov qui vont vouloir tuer Esav, ma prophétie va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc, il vaut mieux les séparer pour pas qu'il y ait de dispute. Et donc, certes, je préserve de cette manière Yaakov et Esav. Donc ça, c'est technique. Mais nous, ce qu'on veut comprendre, c'est comprendre que non. Que tout ce qu'elle a fait, c'était fondamentalement pour le bien de Esav. Comment c'est possible? Comment on peut dire que protéger Yaakov, c'était pas que technique, parce que j'ai une prophétie, et donc s'il le tue, il va le retuer, non. Il y avait ici un acte de mère juive, d'accord, qui a protégé son enfant en difficulté, Esav. Deuxième preuve. La deuxième preuve, c'est alors on a parlé de Rivka, on va parler de Déborah. Ouais. Qui est Déborah dans la Torah? Dans la Torah, pas dans les prophétesses, pas la prophétesse Déborah. Est-ce que on a dans le texte une femme qui s'appelle Déborah? Qui était Déborah? Alors, il y a un verset dans la paracha qui fait comme une petite parenthèse. Il raconte l'histoire de Yaakov, de Esav et ainsi de suite, on la connaît. Et à un moment, le texte il s'arrête comme ça et il nous parle de la mort de Déborah. Mais qui était Déborah? Déborah, c'était la Minéket. Minéket, c'est la femme qui allait. Donc à l'époque, toute femme un peu avec un rang social, un certain rang social, une forme de noblesse, elle avait une servante avec elle et qui servait, c'était comment on dit ça en français, la nourrice, voilà, la nourrice. La nourrice des petits, la babysitter, d'accord? Femme de ménage, babysitter, c'était 2 en 1, je sais pas, d'accord? Mais en tout cas, Déborah, c'était la babysitter de Yaakov et de Esav. Et là, la Torah, elle s'arrête et elle te raconte dans un verset, c'est très succinct, mais elle te dit, et voici que Déborah est morte et on l'a enterrée dans un endroit qui s'appelle Alon Bachot. Bon, Bachot, ça veut dire ils ont pleuré parce que tout le monde a pleuré là-bas. Parce que ouais. Ma femme, des fois, elle me dit que la femme de ménage, peut-être que c'est plus important que le mari, je sais pas. Mais quand la babysitter, quand la nourrice ou quand la femme de ménage, elle meurt, c'est catastrophique. Parfois, c'est catastrophique. Ouais. Mais quand elle part comme ça ici, c'est une perle rare en Israël. Ouais, J'ai une catastrophe qui s'est passée. La femme de ménage est repartie au Sri Lanka. Voilà, Non, c'est pas vrai, Chas v'Shalom.
peine, là. Plus que pour moi. Il m'avait fait peur. Oui, c'est vrai, la lignée aussi de mes petits-enfants marocaines. Alors, Elle est restée 30 ans, ils étaient en deuil. alors là, la Torah, on dirait que c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit, Déborah, elle est morte. Si je vous demande, est-ce qu'on parle de la mort de Rivka dans la Torah? Non. On parle de la mort de Rachel, on parle de la mort de Sarah, Léa, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rivka, on n'en parle pas. Donc c'est fou. On parle de la mort de la minéquette, de la nourrice de Rivka. Et Rivka, on n'en parle pas. Elle est bien morte un jour ou l'autre. Ouais, on n'en parle pas. C'est dégradant pour elle. Alors Rachid, il dit non. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi la Torah, elle prend le soin de te parler de cet épisode? Parce qu'au moment où elle est morte, alors il y a eu une autre mort, celle de Rivka. Mais celle-là, on n'a pas voulu la passer. On l'a passée sous silence. On n'a pas voulu en parler, pardon, on a voulu la passer sous silence. Pourquoi? Parce que son enterrement, il était dégradant pour Rivka. Elle a eu un enterrement catastrophique. Pourquoi? Il n'y a eu personne à son enterrement. Pourquoi? Une seule personne est venue à son enterrement. Qui est venu à son enterrement? Esav. Incroyable. Yaakov, il n'est pas venu. Pourquoi il est pas venu? Et pourquoi? Yitzhak, a priori, il n'est pas venu. Et le Ramban, il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler de l'enterrement de Rivka, hein, parce que comme à son enterrement, seul Esav a pu venir, alors on avait peur que les gens disent, regarde, c'est elle qui a mis au monde Esav, son fils il est venu la voir, et donc c'était dégradant pour elle, donc on l'a dit de manière allusive dans la Torah. On t'a parlé de sa servante, qu'elle est morte, tu comprends que Rivka aussi elle est morte, mais on ne veut pas t'en parler directement pour ne pas faire honte à la grande personne qui était Rivka. Et là, notre question c'est qu'a priori, on est face à une inversion de sens. Ici, c'est complètement paradoxal. Esav, qui est l'enfant rejeté, il va à son enterrement. Yaakov, alors certes, Yaakov, il était à l'autre bout du monde. Il était en Irak, peut-être qu'il n'était pas prévenu, je ne sais pas. Donc ok, il n'a pas su, mais Esav aussi, lui aussi, il n'était pas là-bas sur place. Bon, peut-être que lui, il a été averti, peut-être qu'il avait plus de manières de communiquer, mais en tout cas, ce qui est fou, ma question, je ne vais pas la focaliser sur le fait que Yaakov ne soit pas venu, ni sur Yitzhak. Yitzhak, peut-être qu'il était là. C'est pas écrit clairement que Yitzhak, il n'était pas là, mais il y a écrit que, en tout cas, il y avait Esav et pas Yaakov. Je ne sais pas pourquoi Yaakov n'est pas venu. J'aurais pas de réponse en tout cas. Mais moi, ma question, c'est pourquoi Esav il est venu. En tout cas, Esav il fait peur ici. Il fait preuve, pardon, d'une grandeur d'âme. Parce que quand même, sa mère, elle lui a pas fait de mea culpa. Tu sais, mon fils, je t'ai pris les brachot. Mais bon, ouais, en tout cas, ça n'apparaît pas dans la Torah. Donc, elle a quand même. C'est elle qui l'a destiné à un destin différent, en tout cas pas celui des brachot. Et il aurait pu lui en vouloir. Non, on voit que Esav n'était pas rancunier. Et il a été. D'ailleurs, dans la Gemara, on dit que le kiboud avahem, on doit l'apprendre de Esav. Rabban Gamliel, qui était le Nassi Israël, il disait, moi, les règles de kiboud avahem, je les apprends de Esav. Alvaï, que j'ai le même niveau de kiboud avahem que Esav. Comment il respectait son père, il était au petit soin avec lui. Et même sa mère, c'est ça le chilouche. Forcément, la conclusion qui s'impose à nous, c'est que Esav, il a compris. Il a compris ce que sa mère elle avait fait pour lui. Et donc, des années plus tard, Esav, il va comprendre, il va se rendre compte à l'évidence et il va pas pardonner à sa mère, mais il va aimer sa mère d'autant plus parce qu'il a compris que tout ce qu'elle a fait, c'était pour le protéger. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, la réponse, avant ça, je finis avec une dernière question. C'est que, a priori, l'attitude de Yaakov dans toute la paracha, elle est problématique. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il envoie des messagers à Esav et il l'appelle Adoni. C'est-à-dire quoi Adoni, mon maître? 8 fois, il dit mon maître, mon maître, mon maître. Imaginez un grand sadique, un grand rave, comme ça, qui se prosterne devant un grand rachat. Alors, normalement, on attend une autre attitude. Le rave, il n'est pas censé avoir peur, il n'est pas censé faire des courbettes devant le rachat. Non, il n'est pas censé se soumettre au pouvoir comme ça et répéter mon maître, mon maître, mon maître, mon maître. Pourquoi il a fait ça? Et le Midrash, il dit, comme tu as dit 8 fois le mot mon maître, mon maître, mon maître, alors Esav, il va te précéder de 8 générations de rois. Et effectivement, les rois qui sont de la lignée de Esav, donc de Édom de l'Occident, ils vont naître, en tout cas, ils vont être mis en place 8 générations avant que le premier roi d'Israël ne puisse apparaître. Pourquoi?
pour venir réparer cette erreur qui vient de Yaakov, qui a été trop mitranef. Mitranef, ça veut dire en français, il a fait de la lèche, d'accord? Excusez-moi, c'est pas très joli, mais voilà, des courbettes, d'accord? C'est pas joli. Pourquoi on attend une autre? Imaginez un grand rave qui est comme ça autour imaginez Esav, je sais pas c'est qui Esav aujourd'hui, mais on attend une autre attitude. Alors, l'explication qu'on veut donner ici, c'est une explication chassidique, mais qui va nous apprendre Bezrat Hashem plein de choses. En vrai, il faut comprendre que Yaakov et Esav, c'est deux concepts. C'est des personnages, mais chaque personnage, il est animé par une force, une personnalité. Yaakov, et on a tous en nous ces deux forces en réalité. On a tous en nous notre partie Yaakov et notre partie Esav. Alors c'est quoi? Alors vous allez me dire, Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Non, c'est plus que ça. Il y a quelque chose de plus pertinent, de plus profond. Yaakov, c'était le Hémet, la vérité. C'est-à-dire que Yaakov, c'est la force qu'on a tous en nous, l'aspiration qu'on a en nous, de rechercher ce qui est vrai, ce qui est juste. Ne pas forcément vouloir briller, ne pas forcément vouloir être grand, être fort, être puissant. Non, je recherche la vérité. Je suis bien dans mon monde intérieur. Vous savez, parfois, on a un sentiment de satisfaction énorme lorsqu'on arrive à faire des choses qui sont vraies sans que personne ne le sache. Ça nous remplit plus que d'être reconnu par les autres. J'ai fait quelque chose qui est vrai, qui est sincère, qui est pur. Et au contraire, le fait que ça ne se voit pas, alors ça va nous procurer encore plus de plaisir. Pourquoi? Parce que c'est encore plus vrai, c'est encore plus authentique. Ça, c'est la partie Yaakov qu'on a en nous, et ça, c'était ce qui animait Yaakov. Yaakov, c'était le petit enfant modèle. Ishtam Yoshev Ohalim. Il était premier de la classe, il était dans sa tente, comme ça, il étudiait la Torah toute la journée, il ne cherchait pas les projecteurs, il ne cherchait pas à briller forcément, il cherchait à être vrai, il cherchait une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Esav. Esav, c'est quand même le fils de Yitzhak et de Rivka. Comment ça se fait que c'est un rachat? Esav, c'était pas un rachat. Esav, dans son essence, c'était un homme qui était hors norme, justement. Esav, c'est l'inverse de Yaakov. C'est quoi l'inverse de Yaakov? C'est quoi l'inverse du émet et de chercher justement, de ne pas chercher les problèmes? Esav, c'est celui qui veut conquérir, qui veut grandir, qui veut gagner, qui veut performer. Et Esav, il avait toutes les qualités pour réussir. Il était génial dans son esprit. Il était disproportionné. Il était toujours dans l'excès. C'était Esav. Quand il était tzaddik, il était jusqu'au boutiste. Il était tzaddik à fond, à fond, à fond, à fond. Il allait sans limite. Sans limite. Il faisait kiboud avahem. Il faisait kiboud avahem jusqu'au bout. Il avait des questions de pile-poule avec son père Yitzhak. Comment on fait le prélèvement, la dîme sur le sel? Et il posait des questions. Et Yitzhak, il était ébloui par la force, la profondeur, la folie, en réalité, de Esav. Mais lorsqu'on est extrémiste, qu'est-ce qui se passe? On est extrémiste dans les deux sens. Et donc, lorsque Esav sort des rails, à 13 ans, il sort des rails, mais complètement. Ouais. Donc, il va prendre des femmes, il va les violer, il va tuer, il va chasser, il va voler. Pourquoi? Parce qu'il est en excès. Ouais. Il y a des personnes comme ça qui sortent du cadre. Vous voyez, quand ils sont bien, ils sont lumineux. Et quand ils sont mal aussi, ils excellent. C'est des stars. C'est peut-être sa cohérence. C'est des stars. Sa cohérence à lui, quoi. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais c'est la cohérence de Esav. C'est-à-dire que c'est l'antithèse de Yaakov. Yaakov, il n'est pas foudroyant. Il cherche la vérité. On n'a pas besoin d'exceller pour être vrai. On doit juste être vrai. Esav, il cherche la performance. Donc même quand il est dans la vérité, il cherche la performance dans la vérité. Je veux être le meilleur, partout, ma chérie. C'est ça, voilà, ma raison d'être, c'est être le meilleur. C'est ça. Et ça, c'est ça. Alors, je peux chercher la vérité, je peux être le meilleur là-dedans. J'avais un copain comme ça,
Et je lui disais, toi, quand tu vas faire tes chouvas, ça va. Parce que Dieu bénisse, quand il n'était pas dans le truc, c'était. Et il a fait des chouvas. Ouais, il a fait des chouvas et c'est extraordinaire. Non, c'est vrai en plus. Oui, mais c'est vrai, les gens entiers. Alors maintenant, c'était quoi? Donc vous avez compris, deux personnages qui se distinguent. Donc là, dans la Torah, c'est présenté comme deux personnes. Mais en vrai, on a tous en nous ces deux forces. Il y a des jours ou des moments, on a envie, laisse-moi tranquille, moi je veux être vrai, je veux être bien. Et il y a des autres jours où on a envie, il faut avancer, il faut faire, il faut gagner, il faut exceller, il faut se montrer. Tu peux pas sinon, ouais. Alors qu'est-ce qu'il attend de nous, Dieu? Eh bien, Dieu, il attend de nous qu'on soit, pas des petites sadiquées, mais qu'on soit des grandes sadiquées, ouais. Donc il faut être et Yaakov et Esav en même temps. La marloquette entre Yitzhak et Rivka, c'est qui doit avoir le droit d'aînesse dans ces deux forces qu'on a en nous. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vient en premier lieu et qu'est-ce qui vient après par la suite? Qu'est-ce qui entraîne l'autre? Est-ce que on a tous au fond de nous une étincelle de vérité? Est-ce que c'est la performance? Yitzhak il disait comme ça. En fait, c'était quoi la marloquette? Yitzhak il disait, moi je pense que Esav au fond de lui il est extraordinaire. Esav au fond de lui il a quelque chose d'incroyable. Donc je vais l'entourer, je vais l'embrasser, je vais lui donner plein d'amour, et un jour ou l'autre, de par lui-même, il va se révéler. De par lui-même, il va se révéler. Il n'a pas besoin d'être guidé, d'être drivé. De par lui-même, il va se révéler. De par lui-même, il va se révéler. Et ça, son émette, il va ressurgir. De par lui-même. Donc le droit d'aînesse, je le donne à Esav. Rivka, elle disait non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Dans la vie, il faut d'abord Yaakov, il faut d'abord que les valeurs, elles soient claires, elles soient figées. Que les valeurs, il faut d'abord être construit. Et après, tu peux mettre toute ta puissance, tout ton génie au service de ces valeurs. Mais si tu n'as pas pris un temps dans l'ordre des choses, si tu n'as pas donné le droit d'aînesse à Yaakov, c'est-à-dire si tu n'as pas donné le droit d'aînesse à un moment où tu vas te concentrer, tu vas focaliser sur donner un sens à ta vie, sur la recherche du Hémet, sur la recherche des valeurs, te construire, alors toute ta puissance, tout ton génie, on a tous une forme de génie, d'accord? On a tous quelque chose que les autres n'ont pas. En tout cas, si on ne l'a pas encore découvert, on doit le découvrir parce qu'on a quelque chose. C'est notre partie Esav en réalité. La partie géniale qu'on a en nous, c'est notre partie Esav. C'est la partie avec laquelle on va être une grande personne. On va construire, on va faire, on va avancer. Mais pour pouvoir l'utiliser et pour pas que ça soit une arme qui se retourne contre nous, on doit d'abord construire notre partie Yaakov. On doit d'abord prendre un temps dans la construction intérieure, dans la recherche des valeurs, que ça soit clair, que ça soit central, que ça soit quelque chose de plus important, que ça soit la base de notre être. Et à partir de là, on pourra mettre au service de tout cela toute notre partie Esav. Ça, c'était le projet de Rivka. Et c'est pour ça que Rivka, alors je ne sais pas si elle en a discuté avec Yitzhak, je ne sais pas si ça répond à toutes les questions qu'on a posées, pour vous dire. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend une cohérence dans ce qu'elle a fait Rivka, dans le sens où elle n'a pas abandonné Esav. Elle lui a dit, tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'un repère. Mais peut-être bien que c'est toi, Esav, l'amplificateur de Yaakov. C'est toi qui, lorsque tu vas fusionner avec Yaakov, et c'est comme ça que ça va se faire à la fin des temps, on va utiliser toute la force de Esav, de ce qu'a incarné Esav, de ce qu'a construit Esav, on va fusionner avec nous, on va utiliser cette force, cette puissance, mais cette force, elle doit être sous la coupe de Yaakov. Et pour nous, sans parler maintenant de considération dans le temps et dans l'histoire, à notre petit niveau, on doit comprendre que dans notre manière, à nous aussi, de s'éduquer, de se construire, de se développer, on doit d'abord prendre le temps de mettre au clair nos valeurs, ce pourquoi on fait les choses, d'être dans la recherche d'une vérité. Et c'est une fois que ces choses sont claires pour nous, qu'on peut avancer, on peut construire. Parce que si on attend d'être fort, d'avoir réussi dans la vie,
pour se poser les questions, eh ben, parfois on va peut-être renverser le sens. C'est pas sûr qu'on arrive à trouver le émet dans tout ce qu'on fait. En fait, plus on est puissant, plus c'est dur. Plus on est petit, plus c'est facile de focaliser sur le émet et après grandir. Mais quand on a grandi trop vite ou trop rapidement, en sautant les étapes, alors regardez comme c'est compliqué de faire entendre raison à une personne qui a réussi dans la vie. C'est fini. C'est fini. Il est après toi. Et même s'il te fait semblant, il t'écoute, il te fait plaisir, d'accord? Mais il est enfermé dans son mal, en vrai. Et il n'a pas de possibilité de creuser en lui pour trouver le émet. Ça, c'était la chorma de Rivka. Et c'est ce que Esav, à la fin de sa vie, il a peut-être compris lorsqu'il est arrivé et il est venu à l'enterrement de sa mère Rivka. Voilà. Très, 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 très beau. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des Juifs